Joël Chalude, comédien, mime, auteur dramatique, sourd de naissance. Moussine et Joël. Je m'appelle Daniel Abou. Je suis technicien de communication dans un CAT de l'entraide universitaire. Je suis sourd profond. Mesdames, Messieurs, et vous particulièrement, bienvenue à vous tous. Il y a en France environ 3,5 millions de personnes qui sont malentendantes, 300 000 qui sont sourdes, dont 90%, nous dit-on, illettrés. Certains sont sourds de naissance, d'autres le sont par accident ou bien par conséquence de maladie. Pour les uns, c'est un handicap, pour les autres, c'est aussi, et peut-être surtout, une planète différente. Ce soir, nos invités vont essayer de faire quelque chose, c'est de vous expliquer leur point de vue, de vous prendre par la main et de nous faire entrer dans le monde de ceux qui se réclament d'une culture ou d'un univers différent, que l'on soit d'accord ou non, où se croisent à la fois des difficultés de la vie quotidienne et aussi où se révèlent certaines richesses personnelles totalement insoupçonnées quand on ne se penche pas avec cœur et attention sur leur monde. Notre point de vue a donc été de considérer que c'était à nous de faire l'effort, de comprendre, de nous plier l'espace d'une soirée à leur langue, comme eux sont bien obligés de se plier l'espace d'une vie aux règles qui font notre bonheur commun. C'est pourquoi, afin que chacun d'entre vous soit servi selon ses moyens de compréhension, vous verrez ce soir, tout au long de cette émission, et vous les voyez déjà, des interprètes et des sous-titrages pour refléter les 3 types de communication ou de langage qui nous sont nécessaires à tous. Cette émission a été réalisée avec le soutien particulier de notre confrère et partenaire, le quotidien La Croix. J'y reviendrai longuement en fin d'émission. Sourd, pour nous tous qui entendons, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il pouvait y avoir dans la tête d'une personne sourde, et plus encore probablement dans son cœur, et cela parfois dès l'enfance? Sourd encore, quelle vie, quel rapport aux autres, quel regard surtout à supporter? Marie-Pierre Courtelmont et Daniel Maillot vont vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Françoise, de Fanny et Joël, de Guy, de la magnifique petite Sophie, et d'abord de ce qui est arrivé à Brigitte. Ce matin, elle m'a appelé pour mettre ma veille. Je le sens prendre un café. Pour rien. Pour rien. J'appelle mon frère. Bernard, Bernard. Il est venu. Là, j'ai compris. Un simple geste et Brigitte avait compris. Elle était devenue sourde. C'était en 1972, 20 ans déjà. Depuis, Brigitte a perdu au fil des années la mémoire des sons, la mémoire de sa propre voix. Le choc, lui, reste intact. Petit, on s'est habitué à vivre comme ça. On voit qu'il faut plus regarder, moins entendre. C'est vrai que pour moi, c'est important. C'est pendant 3-4 ans, j'ai pleuré souvent. J'étais seule. Les amis étaient partis, on se rencontrait plus. Je me rappelle une amie que j'avais entendante venue. On communiquait dans une machine à écrire. Moi, je lui parlais. Elle me répondait en tapant la machine. C'était très dur. Barbara s'est annoncée bruyamment dans l'univers silencieux de Brigitte. Aujourd'hui, elle a 2 ans et demi. La mère et la fille communiquent par signes. Une langue que Brigitte a dû apprendre pour surmonter son handicap. J'étais dans un tunnel. Noir. Je voyais pas de... Comment je pouvais m'en sortir? Je voyais pas. C'était dur. Je pleurais beaucoup. C'était... Comment en sortir, comment revivre heureuse? Je voyais pas. Je trouvais pas. Qu'est-ce qui vous rendait le plus malheureux? Voilà. Une interprète traduit notre question en langue des signes. J'ai appris les signes, j'ai découvert des gens comme moi, que je pouvais retrouver le plaisir de manger avec plein de gens et comprendre, rire en même temps qu'eux, avec les signes. Alors que maintenant, si
Moi, j'avais personne entendant, je sais pas, tout le monde qui rit, moi, je participe pas, je peux pas. Avec les signes, je retrouvais l'équivalent de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire être sourd? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend encore, qu'est-ce qu'on n'entend plus? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Le silence, ça n'existe pas. Moi, j'ai acouphène, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire toujours des bourdonnements dans les oreilles. Plus ou moins fort, toujours. D'ailleurs, le silence, je connais pas. Depuis 19 ans maintenant, je ne sais pas le silence, ça veut dire quoi. Ça veut dire toujours c'est dans les oreilles, ou une chanson tout le temps, ou de la musique tout le temps dans les oreilles. Le silence, je ne connais pas. Vous vous souvenez de chansons que vous connaissiez ou de musique? Un petit peu. Vous en chantez une? Ouf, il y a un petit peu de réfléchir. C'est une chanson de Bach, que j'aimais beaucoup avant. Ça s'appelle L'Aigle Noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. C'est alors... Chanter, les enfants de l'école Charlotte Bouin d'Angers ne le pourront jamais. Ils sont sourds de naissance. Sophie a 11 ans. Comme la plupart des enfants sourds, elle est scolarisée en pension dans un établissement spécialisé. Rituel indispensable chaque matin, la pose d'un appareil. Cette prothèse auditive lui permet de capter quelques bruits, d'apprendre peu à peu à identifier les sons qu'elle perçoit. Ah oui, ça me dit après-midi que c'est du chant. Bien. Le lycée Charlotte Bouin à Angers est une école d'avant-garde. On y enseigne la langue des signes de la maternelle à la terminale. Interdite en France pendant des siècles, cette langue, aujourd'hui tolérée, n'est toujours pas reconnue par l'État. Elle représente pourtant un moyen de communication à part entière. Sophie et ses camarades suivent 8 heures de cours par jour, en signes et en déchiffrant sur les lèvres des journées bien chargées. Une cour de récréation presque silencieuse. Pourtant, les jeux sont ici les mêmes que dans les autres écoles. La corde à sauter pour les filles, le football pour les garçons. Et pour séduire, les mains ont autant d'importance que les regards. Alors, Mathieu, l'instituteur de Sophie, est entendant. oui, eh oui. Leçon de français, une langue bien étrange pour les enfants sourds. Quand est-ce qu'ils font? Pour nous, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est étroitement lié au son. Les enfants sourds doivent intégrer le jeu subtil des voyelles et des consonnes sans jamais pouvoir utiliser leur oreille. Ils n'ont qu'une mémoire visuelle. Il est difficile de rester british devant une classe d'enfants sourds. Il faut être capable d'exprimer beaucoup de choses avec ses mains, avec son visage, son corps. Cours d'orthophonie. Tous les deux, vous allez faire un dialogue musical. Donc, chacun va dire des phrases en musique pour dire ce que vous avez envie, tous les deux. Et puis, chacun
écoute l'autre. En frappant sur le balafon, Sophie apprend à développer sa perception des bruits par les vibrations. Voici une simulation de ce que ces enfants perçoivent grâce à leur prothèse auditive. Ça va? Est-ce que tu peux expliquer comment tu ressens les vibrations du balafon quand toi tu joues? Comment? Où? Sous les pieds. Et le son remonte jusqu'aux oreilles. L'orthophoniste lui apprend aussi à parler. Ce mot n'a aucune signification, il est riche en résonances phonétiques. Sophie va le répéter pour en sentir les vibrations. Tu essayes? D'accord. Ça va, ça? Tu as envie de la dire encore? Voici une reconstitution de ce que Sophie entend de sa propre voix. Elle détache ensuite chaque syllabe. Alors, comment tu as fait ça? Ça descend, donc comme ça remonte pas, ça tourne pas. Comment? Explique comment ça fait. Sophie se souviendra de la lettre M. Elle en ressent la vibration dans son ventre. Exercice de prononciation, exemple, Toi, Amérique. tu vas dire tout ça, puis je vais écouter comment tu le dis. Et Sophie, regarde la différence. Que. Chaque vendredi soir, Sophie rentre chez elle à 40 km d'Angers. En famille, le dialogue passe un petit peu par la langue des signes, mais surtout par la parole. Sophie. Walt Disney, tu te rappelles? Ses parents tentent de la familiariser avec la lecture sur les lèvres. Des efforts constants depuis la découverte de la surdité de Sophie à l'âge de 8 mois. Quand on est arrivé avec mon mari chez l'ORL, on est arrivé donc, on avait notre rendez-vous un soir, enfin dans l'après-midi, et j'étais donc très stressée parce que je me disais dans le fond de moi-même, là, je pense que je vais avoir vraiment la vérité sur le problème de Sophie. Et en 5 minutes, j'ai beaucoup suivi son regard, et en 5 minutes, avec tous les appareils qu'ils ont, il m'a dit votre enfant a une surdité profonde, telle que, hein, sans plus de... Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ça a été très dur, hein, ça a été comme si on vous envoyait quelque chose de... Comme si on vous jetait une pierre, hein, pareil, hein, c'est pas évident d'accepter ça comme ça du but en blanc. Bon, je m'y préparais quand même progressivement, mais quand on vous le dit carrément, quand le spécialiste vous dit votre enfant est sourd, c'est dur à accepter aussi. Hein. Je ne comprends pas, ces mots jetés sur un bloc-notes font partie de la vie quotidienne de Sophie quand elle joue avec ses copines entendantes. Toi, aimes Tintin? Parce que maman a dit que toi serais contente parce que Tintin, c'est pour les jeunes. Toi, t'entends pas, tu regardes seulement, d'accord? La complicité d'une sœur n'y change rien. Il lui est bien difficile de communiquer sans la parole. Poteau, poteau.
États-Unis. Un principe pour Guy Bouchauveau. Il est guide pour les sourds au Musée des sciences et de la technique de la Villette à Paris. Guy sait à peine lire et écrire, qu'importe, il reste le dessin pour mémoriser ses connaissances. Un professeur-interprète a lu les documents nécessaires à son travail. Elle lui en traduit le contenu en langue des signes. Devant la caméra, Guy répète ce qu'il a appris. La cassette lui servira de témoin pour corriger ses erreurs. Guy Bouchauveau est un militant de la langue des signes, une conviction forgée par les difficultés de son enfance. Les sourds ont leur théâtre au château de Vincennes à Paris. Récemment, ils ont joué Le Malade imaginaire de Molière. Il s'agit en fait d'une adaptation. Orgon souffre bien sûr de surdité et les comédiens jouent le rôle d'orthophonistes, caricaturés comme les tortionnaires de leur enfance. La richesse des signes ne masque pas la douleur des visages. Communiquer, c'est pour les sourds un besoin essentiel qu'ils expriment avec tout leur corps. Même les applaudissements ne se disent pas ici de la même manière. On manifeste sa satisfaction en tapant des pieds, en agitant les mains. Pour jouer dans Le Malade imaginaire, Fanny a dû traduire le texte de Molière en langue des signes. Elle commence par en contracter les phrases. Elles seront ensuite enrichies par les gestes pendant la répétition avec son compagnon Joël. Fanny est atteinte d'une surdité évolutive. Elle est née entendante et son ouïe a baissé au fil des années. La première prothèse, je l'ai eue à l'âge de 7 ans et la deuxième à l'âge de 13 ans. Et je me souviens ce jour-là que j'étais sortie sur le balcon et il y avait un bruit qui me venait. Un bruit qui me venait parce que ça sifflait, alors je pensais qu'il y avait un bruit dans mon appareil. J'étais avec une amie qui était entendante. Et je lui ai demandé justement, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit, ça m'énerve, je n'arrive pas
Alors elle se demandait aussi quand on me faisait dire que ça sifflait et que ça me gênait. Elle ne voyait pas vraiment ce que c'était. Et puis au bout d'un certain temps, elle m'a dit, mon frère, mais c'est un oiseau qui chante. Maman, ils sont pas un oiseau qui chante. Autre simulation auditive, un oiseau qui chante. Les prothèses amplifient les bruits, mais elles n'ont pas la finesse de l'oreille. L'identification des sons est un problème majeur pour les sourds. Tout ce qu'on reçoit au niveau du son est pareil, bon, avec des intensités plus ou moins fortes. Mais bon, on est incapable de l'identifier. C'est comme bon, quand on a les lettres de l'alphabet devant soi et qu'on n'a jamais appris à lire, on ne sait pas que A, ça s'écrit A. Et de la même façon qu'un son, quand on entend A, on ne sait pas que c'est A. Conséquence dans la vie de tous les jours, traverser une rue ou conduire une voiture nécessite forcément une vigilance accrue. Il y a surtout l'attention visuelle qui est peut-être plus sollicitée dans la mesure où on n'entend pas les bruits des autres voitures. Aussi au niveau des vitesses, je n'entends pas le bruit du changement de moteur. Bon, il y en a qui sont plus sensibles aux vibrations, par exemple, et qui changent les vitesses à ce moment-là. Il y a une contrainte au niveau des obligations au niveau de la conduite, c'est qu'il faut 2 rétroviseurs extérieurs, un à droite et un à gauche. Et évidemment, bon, quand on a des passagers, au niveau de la discussion, bon, quelquefois on ajoute un rétroviseur pour pouvoir regarder la personne qui nous parle. C'est les choses les plus difficiles. Converser entre sourds en faisant la langue des signes, c'est pas évident non plus. Barbara, la fille de Brigitte, est entendante et bilingue. Elle parle le français et la langue des signes. Sa maman peut lire sur ses lèvres ou bien sûr comprendre ses gestes. Être sourde et élever une enfant entendante pose des problèmes dès la naissance. Je suis toujours pour une femme, mais c'est vrai que pour Barbara c'est dur parce que il y a longtemps j'ai perdu un enfant déjà. La naissance c'était mort, j'avais peur pour elle. Au deuxième accouchement c'est pareil, elle est obligée de faire une césarienne, c'est-à-dire qu'on m'a endormi. Et quand je me suis réveillée dans la salle d'opération, il y avait tous les médecins qui étaient là, avec le masque sur la bouche. Et moi, j'ai crié. Elle est morte, il est mort. Et tous les masques des médecins, ils bougeaient, je ne comprenais rien. C'était très, très dur. Jusqu'à 3 minutes après, le médecin qui a écrit « Ah, elle va bien, ça va. » Et au début, c'était très dur. Comment ça se passe avec les mamans des autres enfants, quand vous les rencontrez au jardin d'enfants? Comment est-ce que ça se passe? Si je connais, si Barbara connaît, ça veut dire que c'est un dialogue court, ça va, les gens sont gênés souvent. On discute rarement très long parce qu'ils ne savent pas comment faire, comment communiquer. Je vais aux réunions à la crèche, je prends toujours une amie qui me traduit les réunions, ils savent que je suis sourde, ils savent que je signe avec elle. Mais bon, les gens sont gênés, ils savent pas. Ils ont toujours la communication très brève. Bonjour, ça va, Barbara est mignonne. Vous avez de la chance d'avoir une enfant comme ça, c'est Jeannette. Des longues discussions. À l'heure de la sieste, Barbara et sa maman ont de longues discussions sur la vie de Jeannot Lapin. C'est ça. Mais les relations se compliquent quand il s'agit de l'éducation musicale de Barbara.
Un micro placé sous le lit de Barbara réveille Brigitte au moindre pleur de sa fille. Même signal lumineux pour le téléphone, un flash prévient Françoise Chastel d'un appel. Les sourds communiquent entre eux et avec les entendants par Minitel. Cet appareil a révolutionné leur vie. Auparavant, ils dépendaient toujours des entendants pour régler le moindre détail matériel. Une fois, quand j'avais envie de me déplacer à Paris pour une réunion d'association, alors il fallait que je revienne à Stella. Alors j'avais demandé à ma fille de téléphone pour moi, pour se rendre. Alors un téléphone, elle a refusé parce qu'elle avait une enfant. Françoise Chastel vit aujourd'hui à Montpellier. Elle est devenue sourde brusquement, à l'âge de 6 ans, à la suite d'otite mal soignée. Adulte, elle a épousé un sourd. Ensemble, ils ont eu 2 filles entendantes. Depuis leur enfance, Catherine et Nathalie ont appris à mélanger la parole et les signes. Il vaut mieux en avoir un grand. Un grand. Mais elles n'ont jamais accepté le handicap de leurs parents. Ah voilà. La communication, on l'a pas eu. Heureusement que j'avais ma sœur, parce elle entend, donc on discutait toutes les deux entre nous. Mais on n'a jamais dialogué avec les parents. C'était 2 mondes à part. Pourquoi? Parce que vous ne compreniez pas? Pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à dialoguer? À cause du moyen de communication? Moyen de communication très difficile. Personnellement, j'arrivais à comprendre ce qu'ils disaient entre eux, mais j'avais du mal à l'exprimer. Puis ensuite, eux, ils vivaient dans un autre monde, puisqu'ils retransmettaient l'éducation qu'ils avaient, eux, reçue. 20 ans après, l'éducation, enfin, le monde était autre, hein, je veux dire. Et donc, il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Nous, on voulait, mais ils ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne les comprenaient pas? Parce qu'ils ne les connaissaient pas. Ils ne les connaissaient pas du tout. De par le manque de communication à la télé, ils n'entendent pas, donc ils ne suivent pas les nouvelles à la télé. Mon père lui-même ne lisait pas du tout, donc pas de communication au niveau des nouvelles des journaux, etc. Il restait enfermé dans ce monde de tout, et donc il retransmettait ce qu'on lui avait appris, mais à la limite avec un décalage de 20 ans en arrière. Qu'est-ce qui vous a le plus gêné dans le fait que vos parents soient sourds? Le regard des autres enfants par rapport à ma soeur et à moi. Il y en a certains qui se moquaient de mes parents, donc on arrivait à un point où on avait un peu honte de nos parents. Et donc à partir du moment où vous n'avez pas des parents comme les autres, on fait la réflexion, tes parents sont comme ci. Et donc jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je vais toujours essayer de le cacher, le camoufler. Quand je me baladais dans la rue, j'étais à 3 km devant, je ne voulais pas montrer qu'ils étaient sourds, quoi. Parce que ça se voyait? Oui, à partir du moment où je faisais le geste gestuel, ça se voyait, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, par rapport à la honte de vos filles sur votre surdité? Je pensais comme ça. Il faut accepter. Disons qu'il y a certains côtés pratiques. Lesquels? Disons que bon, avec ma soeur, on pouvait discuter du sujet librement à table, alors que bon, il y a d'autres adolescentes qui n'en parlaient pas. Nous, on savait qu'ils ne nous entendaient pas, donc on était libre de toute discussion. Je me souviens, j'avais 12-13 ans, et je voulais absolument, comme toutes mes petites amies, petits copains, avoir un tourne-disque. Et j'avais demandé ça pour Noël, et puis mes parents, bon, ont fait le geste, mais ils m'ont offert un poste de radio, ce qui n'avait rien du tout à voir avec ce que je voulais, mais ils ne savaient pas la différence, hein, c'était pas leur faute. Je voyais mes amis, si la mère était en haut, mon ami appelait maman et la maman venait. Moi, ça, je ne pouvais pas le faire. J'étais obligée de me déplacer, de taper sur l'épaule de ma mère pour qu'elle se retourne et qu'on puisse communiquer. Donc, je n'ai jamais pu dire maman ni papa. Voilà. Ce qui m'a vraiment manqué, ce qui me manque encore, c'est de pouvoir entendre la voix de mes enfants. Ça fait partie de la personnalité. Une voix, c'est quelque chose qui est vivant. Ça me va. Ce n'est plus qu'une image. Pourquoi est-ce que vous cassez tous les murs dans la maison? On a besoin de prévoir
une architecture ouverte. Fanny et moi, nous sommes sourds. C'est très important pour nous de disposer d'avoir une disposition qui nous permet d'avoir une communication optimale à tout moment. Du grenier à la cuisine, Joël et Fanny ont organisé leur vie autour de leur surdité. Grâce à ses prothèses auditives, Fanny entend un peu, mais sa communauté reste celle des sourds. Je suis d'une famille de sourds et que, bon, j'ai un frère assez sourd et je me sens plus appartenir à cette communauté parce que je m'y sens bien automatiquement. Je suis partie de Rodez, je suis venue m'installer à Paris. Mon intégration à la vie parisienne, elle s'est faite grâce justement à cette communauté des sourds qui est très diverse, très ouverte. Disons qu'il suffit qu'on connaisse quelques amis sourds pour qu'ensuite on connaisse toute la périphérie. Joël est sorti premier de l'école du mime Marceau. Avec un ami sourd, lui aussi, il répète un spectacle construit autour d'un tango argentin. On remet ça. On va le faire une place à musique. Ensemble, ils arrivent à capter le tempo de la musique. Une porte entr'ouverte sur le monde des entendants, une porte aussitôt refermée, la répétition achevée. Si on vous proposait demain de devenir entendant, est-ce que vous accepteriez? Pour rien au monde. Pour rien au monde. Pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est un privilège extraordinaire. Et puis il y a aussi, d'une part, la formidable solidarité qui régit la petite communauté sourde. De nos jours, je n'ai pas besoin de vous dire comme c'est difficile d'espérer un peu de solidarité dans la société actuelle. On tend vers une individualisation des besoins, des exigences, etc. Les sourds ont au moins ce formidable avantage de pouvoir se regrouper. Et ça, c'est une chance exceptionnelle. Et puis, d'autre part, je n'ai pas besoin de vous dire que si demain je devais m'entendre, ce sera, j'en suis convaincu, un choc, un traumatisme. Parce que toute ma vie, depuis la naissance, j'ai vécu avec une grille de référence acoustique, auditive. Je m'y suis en quelque sorte conformé sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, sur le plan affectif, sur le plan culturel. Par conséquent, il est évident que je ne peux plus aujourd'hui, je ne m'en plains pas, bien au contraire, je ne peux plus aujourd'hui m'envisager autrement que comme je suis, c'est-à-dire comme un sourd. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Entre eux, il y a comme une force, à la fois violente et douce. Une force qu'ils affirment tirer de leur handicap. Une force qui les isole et les rapproche. Près de moi, sans un bruit mortel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis. Si vous prenez cette émission en marche, vous regardez la marche du siècle et rien ne la remplace. Elle est consacrée ce soir au peuple des sourds. Si vous êtes malentendant ou sourd profond, je vous prie de m'excuser si parfois mon débit est un peu rapide. Je vais me soigner et me corriger. Et si vous n'êtes ni sourd ni malentendant, je suppose que, comme beaucoup d'entre nous, vous devez faire un effort parfois pour comprendre la multitude des langages qui s'expriment, la couleur des traductions que vous avez vues sur votre écran. Chacune correspond à une fonction bien particulière dont ils ont, eux, l'habitude. Et puisqu'au fond, le problème est de savoir si nous pouvons à peu près émettre et comprendre les mêmes idées, les mêmes témoignages, encore faut-il que nous fassions tous ensemble ce soir le même effort, les entendants vers les sourds
Et les sourds, bah, eux, ils ont l'habitude. Je vous présente Monsieur Jean Grémion, qui est écrivain. Un beau jour de 1976, une rencontre vous révèle l'existence d'un monde qui est vraiment très différent de celui auquel vous êtes habitué. Racontez-nous ça. Bah écoutez, c'est une rencontre assez simple. Je n'avais jamais rencontré de sourd dans ma vie. Je n'ai pas de sourd dans ma vie, dans ma famille. Je n'avais jamais rencontré de sourd à 30 ans passés. Donc c'était déjà un choc. Un jour, je découvre un sourd américain. Et ce sourd, qui faisait un travail théâtral, parlait dans un langage absolument magnifique, qui est celui qu'on voit actuellement sur l'écran de la télévision, avec une beauté gestuelle tout à fait exceptionnelle. Et à cette époque-là, je travaillais dans le théâtre et j'étais fasciné de me dire, mais comment se fait-il qu'une langue aussi belle, nous qui payons pour aller voir les danses du Kathakali, les danses balinaises, les plus beaux langages sacrés gestuels, comment se fait-il que cette langue, nous ne la voyons jamais? Alors je suis devenu ami avec cet ami américain. Au bout d'une semaine, j'ai mis le petit doigt. Au bout de quelques jours, j'ai mis le coude. Après, j'ai mis, etc. Et la totalité de ma vie est passée pendant plusieurs années dans la communauté des sourds. Au fond, c'est les sourds qui m'ont eu. C'est-à-dire que peu à peu, je suis rentré dans ce monde, progressivement, complètement fasciné par une richesse absolument inouïe. Des langues, il existe des centaines de langues gestuelles, des idiomes, c'est pas seulement les langues, c'est une culture. Vous avez intitulé votre émission Le peuple des sourds, c'est vraiment une planète. Oui, et je suis rentré dans cette planète. C'était d'ailleurs pour ne pas paraphraser votre propre travail. Comment les sourds vous appellent-ils dans le langage des signes, vous, Jean Grémion? Alors, ils ont un signe qui est celui-ci. Tous les sourds, comme vous l'avez dit, la plupart des sourds sont illettrés. Donc, ils sont un peu comme les Indiens d'Amérique du Nord, ils choisissent un nom de baptême qui est un nom gestuel. Pourquoi ce signe? C'est très simple. Cet ami américain qui s'appelle Alfredo Corrado était venu un jour chez moi, j'avais ramené des anges, qui étaient des anges polychromes, un petit peu de toutes les parties du monde de mes voyages. Il avait vu ces anges et il avait trouvé qu'il y avait un côté un peu messager, comme ça, il avait trouvé, c'est un côté qui lui avait beaucoup plu, et donc il avait, avec la lettre G, puisque vous avez l'alphabet de dactylologie A, B, C, D, etc., il avait pris la lettre G de Grémion, et il en a fait une aile d'ange. Et ce signe, aujourd'hui, dans les 4 coins du monde où je vais, ce signe, jusqu'à ma mort, sera ce signe, oui. En identifiant. Alors c'est au moins une des choses que nous avons appris en préparant cette émission, c'est que parmi le monde des malentendants ou des sourds, et une fois pour toutes, nous allons faire la distinction tout à l'heure, mais il n'y a pas honte à dire sourd, et je trouve même que malentendant a quelque chose d'un petit peu douteux, parce que c'est un peu une sorte d'affaiblissement des réalités. Alors ils feront eux-mêmes le tri. Ce que je voulais dire, c'est que chacun d'entre vous, par le signe, est représenté, son prénom est représenté par, son nom est représenté par un signe. Alors par exemple, vous, Joël Chalude, comment se dit votre nom en signe? Joël. Ah, expliquez-moi pourquoi ça. Eh bien, mes amis sourds ont remarqué que j'avais tendance à beaucoup remuer les sourcils, notamment quand je ponctuais une phrase de la façon suivante. Ah. Voilà. Alors c'est devenu Joël. Joël, voilà. Voilà. Et Daniel Abou, qui lui n'oralise pas du tout, comment on vous appelle en langage des signes? Alors, mon signe Daniel se fait comme ceci. Ça veut... Alors, pourquoi? C'est parce que je suis toujours enrhumé, j'ai toujours le nez qui coule, et donc c'est un signe qui rappelle que j'ai souvent des problèmes de nez. Alors, j'espère qu'un jour, ce signe changera, que j'aurai plus ces allergies et que je pourrai m'appeler autrement. Et c'est important que chacun ait un signe qui correspond à son prénom, mais c'est une question de sensibilité aussi. Quand on appelle quelqu'un de loin, par exemple, on ne peut pas appeler avec la voix, donc on fait un signe comme ça et ça remplace l'appel vocal. Alors, monsieur Abou, j'ai appris à mon dépens que tout le monde devait avoir son nom visualisé dans le langage des signes, puisque quand je suis allé voir l'établissement pour sourds profonds où vous travaillez, où on s'adapte au monde du travail, vous ne m'avez pas raté, et dites-moi ce que ça a donné, montrez à tout le monde ce que ça donne. Comment je m'appelle dans votre monde à vous? C'est par une personne qui travaille dans le CAT où je suis et qui a remarqué, qui regarde d'ailleurs régulièrement votre émission, et qui a remarqué que vous avez toujours cette position-là. La main sur la joue. Donc les sourds vous appellent comme ça, de façon tout à fait naturelle, par ce signe. Alors moi-même, j'étais d'ailleurs surpris parce que je n'avais pas remarqué que vous faisiez souvent ce geste. Oui. Et quand vous êtes venu nous voir au CAT, on vous a baptisé comme ceci. C'est vrai d'ailleurs, c'est assez fréquent.
Jean Grémion, vous avez appris le langage des signes. Est-ce que ça a changé votre comportement personnel? Ah ben, totalement. C'est-à-dire que l'apprentissage du langage gestuel, c'est un apprentissage qui n'est pas différent de celui d'une autre langue, sauf qu'il passe par le corps. Alors, au début, vous savez que toute l'éducation d'un entendant consiste à ne pas faire de gestes. Depuis qu'on est petit garçon, il ne faut pas bouger, pas montrer, pas faire de grimaces, etc. Et plus vous êtes bien éduqué, l'instituteur tout à l'heure dans le film disait British, l'éducation justement où on ne bouge pas le corps. Donc l'entendant qui apprend la langue des gestes doit commencer à bouger avec son corps, réapprendre son corps, redévelopper ses facultés qui sont extraordinaires. Et surtout, c'est au niveau du visage que sont les choses les plus étonnantes. Parce qu'au début, on se sent un peu idiot quand on commence soi-même à faire des jeux de... Parce que chaque sourcil, comme l'expliquait tout à l'heure Joël, en fait, est un exercice de syntaxe. Vous avez des négations, des affirmations. Il y a des études linguistiques qui montrent qu'il existe environ 150 mouvements de lèvres qui ponctuent également dans la linguistique des gestes. Comprenons bien que le langage des gestes c'est pas du mime, c'est une langue complète avec la totalité des fonctions linguistiques du langage représenté, et que la preuve, tout ce que nous disons actuellement est traduit actuellement par quelqu'un. Donc, peu à peu, ce que ça change dans la vie, c'est que soit on se réveille, déjà, on découvre que son corps, qu'on était devenu une potiche, qu'on était devenu soi-même un dead body, un corps mort, et on redécouvre des facultés tout à fait exceptionnelles. Ce que vous voyez actuellement, quand vous avez un interprète qui actuellement traduit, ce qu'il traduit, il amène le monde des sourds sur le monde des entendants. Car nous suivons actuellement une logique d'entendants, qui est une logique linéaire. Oui. Le vrai monde des sourds, c'est pas celui-là. C'est un monde que les sourds, une langue que les sourds parlent entre eux. C'est l'inverse. C'est l'inverse, et ce n'est pas le français signé, c'est ce qu'on appelle la langue des signes. Et c'est extrêmement difficile pour les entendants de rentrer dans ce monde. Donc plus vous apprenez la langue des gestes, plus vous rentrez dans une culture qui est différente. Est-ce que ça vous fait perdre du vocabulaire, et même, je dirais parfois, est-ce que c'est par souci de simplification et d'entrer directement en contact avec votre interlocuteur, est-ce que ça rétrécit votre langage, par exemple? Moi, j'ai le sentiment du contraire. Je vais vous prendre un exemple. Si je dis, par exemple, je suis triste. Bon, en France, si je parle oralement, je vais dire, je suis triste, je suis triste, je suis triste. J'ai quelques modulations de la voix. Mais le sourd, en exprimant la tristesse, a dans la position, la direction de la main, les expressions du visage, une modalité beaucoup plus riche, qui est celle d'ailleurs en général qu'on reconnaît aux comédiens, qui lui permet justement de nuancer beaucoup plus. Et quand on communique avec l'autre, c'est une danse à deux. C'est une danse à deux, c'est-à-dire que si on parle tous les deux, lui répond en même temps et on fait partie du même œuf de la communication. Daniel Abou veut vous interrompre. Oui, c'est vrai que lorsque on essaie de se parler entre sourds-entendants, c'est pas toujours évident de pouvoir s'adapter à la communication de l'autre. C'est vrai que les entendants n'ont pas l'habitude de penser par image parce qu'ils entendent, ils vivent dans un monde sonore. Et pour nous, l'expression du visage est extrêmement importante parce qu'on vit dans un monde visuel. Alors, on voit tout de suite l'état de quelqu'un parce que si quelqu'un est content ou pas, on le voit immédiatement. Par exemple, si je fais ce signe-là, qui est exactement le même signe de la main, mais avec une expression du visage tout à fait différente, j'exprime deux notions qui sont inverses. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu difficile pour les entendants parce qu'ils ont l'habitude d'exprimer leurs pensées par des mots qui manquent pour nous d'images. Donc nous, on a intégré dans notre langue tout ce côté visuel et tout ce côté image de la langue qui apparaît à travers la langue des signes. Et ça, c'est très difficile pour les entendants qui vivent dans un monde sonore, d'un seul coup, de s'exprimer sur un mode visuel par le corps. Il manque souvent d'images dans leur discours. Oui. Je vous présenterai tout à l'heure un peu plus en détail parce que votre propre histoire, Monsieur Abou, est intéressante. Tout de suite, Madame Yvette Zegers-de-Belle, Madame, vous êtes mère de 2 filles. Comment avez-vous été confrontée au monde des sourds, vous qui ne l'êtes pas? Notre fille aînée qui a 13 ans entend, et notre fille cadette qui a aujourd'hui 8 ans est sourde, mais depuis l'âge de 6 semaines à 2 mois, à la suite d'une méningite. Et donc pour nous, la surdité est entrée dans la famille à la suite d'une maladie. Oui. Comment avez-vous réagi en tant que maman? C'est la grande douleur. C'est d'abord ça. Et c'était surtout d'abord... Bon, c'est vrai que j'ai écrit quelque part que j'ai d'abord pensé à la musique. Peut-être ça paraît sot comme ça, mais je n'ai pas tout de suite pensé à toutes les implications de langage et de communication, tellement pour moi la surdité c'était quelque chose de très très inconnu. Je ne connaissais pas de sourds, je ne connaissais pas le problème,
Puis quand même, assez rapidement, après, et la musique, elle n'entendra pas la musique, est venu le souci, mais comment on va faire nous deux, elle et moi, vu qu'il y avait ce bébé, et je me sentais devenue incapable de lui parler, comme si je n'avais pas ce qu'il fallait pour qu'elle me comprenne. Donc ça a été une période un peu difficile où je me sentais handicapée. Et le problème vraiment fondamental auquel on est confronté comme parent quand on est devant un bébé dont on apprend qu'il est sourd, c'est de lui donner une langue. On a été devant l'urgence d'abord de communiquer avec le bébé, de lui rendre accessible une langue. Nous n'avions que la nôtre. Enfin, même si mon mari en parle 4, c'était toujours la modalité sonore. C'était toujours oral, oui. Voilà. Alors, quelque chose dont on n'a pas encore parlé ici, mais qui a été dans notre expérience un outil extraordinaire que je dois mentionner, c'est que à l'endroit où nous avons été aidés, parce que quand même on a rencontré là des partenaires formidables, nous avons reçu l'outil du langage parlé complété, qui est donc une invention d'un code dont le principe est de compléter l'image que les lèvres dessinent quand elles parlent avec des petits mouvements des doigts qu'on fait à côté de la bouche. C'est juste un outil pour que la langue que je vous parle, soit accessible visuellement à quelqu'un qui n'entend pas. Ça envoie de façon visuelle, si vous voulez, l'image de la phonétique. Le dessin des sons sur la bouche. Oui, c'est quelque chose de phonétique. C'est un code, ça n'a rien à voir avec la langue des signes des sourds, c'est un outil pour passer le français. Mais, je t'en prie. Oui, je dois absolument dire qu'assez rapidement, nous nous sommes rendus compte, enfin ça nous a beaucoup apaisé de dire, ah voilà, on peut tout dire, Vercingétorix, etc. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que nous, on parlait, mais que le bébé, il n'avait pas cet outil et ça allait être très difficile pour lui de nous répondre comme ça. Bon, enfin, je dois beaucoup raccourcir, mais assez vite, nous nous sommes dit, mais comment parlent les sourds entre eux? Et puis, alors là, on a compris que les sourds entre eux, ils parlaient quelque chose de tout à fait autre, qui est une autre langue, qui n'a rien à voir, qui est construite autrement. Et alors ça, c'est le parcours du combattant pour essayer de l'apprendre. Racontez-moi vos premiers moments, les premiers mots de votre bébé, Marie, lorsqu'elle s'est mise à vouloir commencer à prononcer, enfin non pas à prononcer, mais à exprimer ce que des enfants qui oralisent prononcent, c'est-à-dire maman, papa, je ne sais pas quoi, hein, comme tous les gosses. Qu'est-ce que ça a été chez vous, pour qu'on comprenne vraiment ce que c'est dans une famille quand une chose comme ça se produit? Donc nous, on a commencé par lui parler comme ça. Mais donc on lui parlait français et elle regardait, puisqu'elle était toute petite. Oui. Et puis, elle a commencé à faire des choses comme ça qui ne voulaient rien dire parce qu'elle tentait de nous imiter. Et il n'y avait aucun son. Et puis, elle avait 1 an quand on a commencé à courir, vraiment en urgence. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce sentiment d'urgence, parce que vous parlez ici de cette langue, mais nous ne la possédions pas. Donc, comme parents, pour donner cette langue à son enfant, c'est quelque chose de terrible. Donc nous, on courait partout pour apprendre, pour prendre des cours, pour rencontrer des sourds. Moi, j'aurais bien pris un sourd chez moi comme ça pour qu'il me l'apprenne, cette langue. Et puis alors, elle a fait un jour comme ça, ce qui veut dire encore. Alors moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Vous avez découvert ce que ça voulait dire sans qu'on vous l'apprenne? Non, ça, on avait appris. Donc on faisait encore chapeau, maman, chien, enfin tout ce qu'on dit à un petit enfant, encore du lait... Mais il faut dire que comme nous parlions comme ça, c'est-à-dire en français, puis on mettait tous les signes qu'on apprenait, qui étaient toujours trop peu nombreux, qui ne nous permettaient pas de nous exprimer totalement. Et donc assez tôt, dans son éducation, nous avons tenté de lui expliquer qu'il y avait 2 façons d'exprimer la même chose. Il y avait 2 façons de porter le sens. Et elle a commencé à nous répondre comme petit enfant, à l'âge où un enfant répond d'ailleurs, en signes. Donc, je veux dire, dans le même rythme, mais en signe. Parce que je dois encore dire de façon c'est très important, notre fille n'entend rien. Donc, ce qu'on a vu là, c'est bien, et c'est le cas de beaucoup de gens, mais notre fille, c'est rien. Donc, elle a été appareillée, parce qu'aujourd'hui, on appareille tout le monde, et nous, on voyait bien qu'il y avait des bébés qui demandaient leur prothèse, qui étaient contents quand ils avaient leur prothèse, mais nous, pas. Nous, on ne voyait aucune réaction. Quand un berger allemand aboyait derrière elle, il ne se passait rien. Donc, nous, assez vite, on était axés sur surdité et pas sur reste auditif. Bien sûr. Et dans la rééducation, en fait, ce qui est très dominant, c'est on vient avec des crécelles, avec des clochettes, on parle comme ça, on fait beaucoup de bruit,
Et en fait, nous étions très surpris qu'on insistait tellement sur l'audition. Mais c'est notre expérience, parce qu'elle n'entend rien. Rapidement, encore 2 questions, madame. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que votre petite fille a 8 ans, que vous êtes capable d'exprimer vers elle suffisamment de nuances de vos sentiments, de description pour qu'elle vous comprenne bien? Et est-ce que vous avez le sentiment en retour de bien la comprendre, comme si elle était entendante? Oui, alors je dois dire oui, et ça c'est donc une joie tout à fait extraordinaire, donc je ne sais pas si ceux qui ne savent pas ce que c'est peuvent comprendre ce qu'elle est, parce que vraiment c'est un challenge terrible. Mais pour nous, entendants, et donc assez coincés pour apprendre la langue des signes, on est assez mauvais. Nous, je parle de nous, notre petite famille, mon mari et moi, bien qu'on a envie, on a beaucoup envie, on est resté assez mauvais. Mais grâce au langage parlé complété, on a pu lui apprendre le français, et en y mettant tous les signes qu'on peut, nous on fait une forme de français signé souple, et nous avons tenté de la mettre en contact avec des sourds adultes, avec des enfants sourds, avec tout le monde qui peut la lui donner, cette langue que nom d'un chien nous ne pouvons pas, nous. Oui. Une dernière chose encore, est-ce que Céline, l'autre sœur, la grande sœur qui a 13 ans et qui elle est entendante, a réagi d'une façon violente à la surdité totale, absolue de sa sœur, et d'une façon générale, comment on a réagi autour de vous? Mais Céline, elle a été triste parce qu'elle voyait papa et maman tristes, au départ. Et elle, comme elle disait d'ailleurs, elle ne se rendait pas très bien compte de ce que ça voulait dire. Elle a seulement dit qu'elle voulait communiquer avec elle et qu'elle voulait apprendre comme nous, ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle communique très bien avec elle, et tous les mots qu'on aurait voulu qu'elle n'emploie pas trop tôt, elle les connaît. Et grâce à sa grande sœur qui en est très très fière. Alors, vous voyez qu'il y a des véhicules de communication inattendus. Oui, oui. Hein? De toute façon, ça se serait passé de la même manière si ces 2 enfants entendaient de façon identique. Encore une chose, comment Céline à l'extérieur, dans le monde des gamins, des enfants, comment Céline parle ou défend-elle sa sœur? Parle de sa sœur ou la défend-elle? Mais pour elle, il est très clair que Marie s'exprime... Bon, Marie aujourd'hui parle, mais sa voix n'est pas très jolie, sauf que nous l'adorons, mais elle n'est pas très esthétique. Et beaucoup de gens ne la comprennent pas. Et je pense qu'on ne dit quand même pas assez que quelqu'un qui est totalement sourd ou très très profondément sourd, c'est exceptionnel qu'il arrive à parler d'une façon compréhensible pour le tout venant. Donc c'est le cas de notre fille. Mais Céline dit toujours de sa sœur qu'elle s'exprime comme un autre, mais dans une autre modalité, et que les autres ne la comprennent pas. Mais pour elle, c'est tout à fait équivalent. Je vous remercie, madame. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Avant d'arriver au docteur Oliver Sacks,